Dans l'air épais et étouffant de la vieille salle d'enchères, à la lisière de la région de Stonebridge Valley, l'odeur de sueur et de résignation semblait encore plus tenace sous la chaleur de midi. Les bancs de bois grinçaient sous les acheteurs venus non pas pour faire acte de charité, mais pour décrocher une affaire. L'ambiance oscillait entre indifférence polie et tension silencieuse. « Numéro 43, on enchaîne », annonça le commissaire-priseur d'un ton soudain moins enjoué. Berger allemand, mâle, 3 ans. Un homme en veste kaki entra entraînant un chien noir et feu, visiblement terrifié. Rien à voir avec les fiers chiens de travail présentés auparavant. Celui-ci gardait la queue entre les pattes, les yeux agités par la panique, fuyant le moindre bruit. Formé à la Skywind K9 Academy, précisa le commissaire-priseur avant d'hésiter, n'a pas terminé le programme. Un murmure parcourut l'assemblée. Chacun savait ce que cela impliquait. Mise de départ, $500. Silence. 200? Quelques personnes croisèrent les bras. 50? Rien, seul le bourdonnement des mouches. Allez, $1? Juste $1 pour cette pauvre bête? Une main tremblante s'éleva du fond de la salle. Monsieur Nathan Granger. Visage buriné, geste lent, il hocha simplement la tête. Le marteau frappa la table dans un claquement sec. Le chien sursauta. Adjugé pour $1. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. La Stonebridge Valley s'étendait vaste et verte sous le ciel pâle d'avril. Collines ondoyantes, fermes bien entretenues et surtout une série de centres d'entraînement canin réputés dans tout l'Ouest américain. Le plus célèbre d'entre eux, la Skywind Academy, reconnaissable à ses bâtiments aux toits rouges, vantés pour produire des chiens d'élite, à la fois pour la police, l'armée et des clients fortunés. À l'écart de cette excellence industrielle se trouvait la modeste propriété de Nathan Granger. 3 acres de terre, une maison qui avait connu des jours meilleurs, un vieux pick-up cabossé dans l'allée. Comme son propriétaire, les lieux portaient les marques du temps. À 73 ans, Nathan n'avait plus la stature qu'on lui connaissait dans ses années de gloire. Ancien maître chien dans la police, il avait servi pendant plus de 3 décennies. Mais depuis la mort de sa femme et l'aggravation de sa maladie de Parkinson, ses gestes trahissaient une fragilité constante. Chaque matin, il pestait contre ces satanées boîtes de médicaments impossibles à ouvrir sans lutter pendant de longues minutes. « Foutue capsule de sécurité !» râlait-il en silence, en se sentant humilié par de simples emballages. Pendant ce temps, à la Skywind Academy, le succès de l'établissement reposait sur 2 hommes, Benedict Keating, le fondateur, ancien publicitaire reconverti en expert canin, et Marcus Doyle, le dresseur principal, connu pour ses résultats spectaculaires, mais aussi pour les rumeurs qui circulaient sur ses méthodes en coulisses. Des murmures étouffés, jamais prouvés. Et puis, il y avait Dr Lauren Everett, vétérinaire respecté du comté, qui soignait la plupart des chiens de travail de la région. Derrière sa douceur apparente, elle n'hésitait pas à documenter discrètement les blessures qui n'avaient rien d'accident. Griffures, brûlures circulaires, lacérations bien dissimulées sous le pelage. Elle avait appris à reconnaître les traces laissées par l'abus, même quand on tentait de les dissimuler sous l'appellation de discipline rigoureuse. Quant au chien de l'enchère, il s'appelait Shadow, 3 ans, physiquement impeccable, mentalement détruit. Son pelage noir lustré, coupé net par des taches feu sur les pattes et le museau contrastait avec l'absence totale de confiance dans ses yeux. Un regard profond, intelligent, mais meurtri. Trop sensible, disaient certains. Pas assez agressif, défaut de fabrication. Et pourtant, quand Nathan le ramena chez lui, installé dans le pick-up sur le sol du côté passager, attaché avec une corde effilochée, Shadow n'émit pas le moindre son, pas un seul regard vers son nouveau maître, juste ce silence pétrifié. « Voilà notre palais », lança doucement Nathan en descendant du véhicule avec effort. Ses articulations craquèrent, ses mouvements ralentis par la douleur. Il jeta un œil vers la portière ouverte, s'attendant à voir le chien détaler à la première occasion. Mais Shadow restait là, figé, comme ancré dans une peur profonde. « Je vais pas te forcer », dit simplement Nathan. « Prends ton temps. » Il patienta longuement, adossé au pare-choc, tandis que le chien reniflait l'air, guettant des ennemis invisibles. Lentement, Shadow posa une patte au sol, puis l'autre,
Chaque pas vers le porche fut une épreuve, comme s'il redoutait que le moindre souffle de vent cache une agression. Nathan l'accompagna sans brusquer, son propre rythme ralenti par l'âge et la maladie. Deux silhouettes cabossées progressant en parallèle. Arrivé aux marches, Shadow s'arrêta net, les yeux fixés sur la canne en aluminium appuyée contre la rambarde. Une alerte silencieuse. « Quelqu'un t'a frappé avec ça, hein, Kian ?» murmura Nathan. Il grimpa lentement, posa la canne à l'intérieur, hors de vue, puis redescendit. « À toi !» 5 minutes passèrent. Puis ventre à ras du sol, Shadow monta à son tour, un pas après l'autre, comme s'il traversait un champ de mines. La maison elle-même semblait figée dans le temps. Le salon n'avait pas changé depuis la disparition de la femme de Nathan d'Arlène, le panier de couture à sa place, la télécommande posée sur l'accoudoir, comme si son souvenir flottait encore dans l'air. Shadow, lui, restait planté dans l'entrée, refusant d'avancer. Nathan désigna d'un geste tremblant les différentes pièces. Salle de bain au fond, cuisine à gauche, chambre cité curieux. Il alla chercher de l'eau, ouvrit le frigo d'un geste lent, posa une assiette de reste sur le sol. Pas encore de croquettes, va falloir faire avec. Le chien ne bougea pas. Cette première nuit passa dans un silence quasi religieux. Nathan regarda ses programmes habituels, Shadow toujours planté près de la porte, les yeux ouverts, comme s'il montait la garde malgré lui. Lorsqu'il se leva pour aller se coucher, il jeta un coup d'œil vers le chien. Le lit est assez grand si jamais t'en as marre du plancher, mais Shadow ne bougea pas. Ce n'est qu'au petit matin, quand Nathan se réveilla trempé de sueur et à bout de souffle, que le lien commença à se tisser. Il peina à attraper sa boîte de médicaments tombée au sol et trouva le chien recroquevillé sous le lit. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. Pas de peur cette fois, une forme de compréhension muette, comme si l'un avait reconnu la douleur de l'autre. Le jour suivant, une lumière blafarde baignait la cuisine quand Nathan, toujours fébrile, ouvrit la porte pour faire sortir Shadow. Le chien hésitait à franchir le seuil. Ses pattes avançaient à contre-cœur, ses yeux fouillaient le moindre coin du jardin, guettant des ennemis invisibles. Ce n'est qu'après plusieurs minutes, et sous les encouragements patients de Nathan qu'il se décida à faire ses besoins. L'air toujours aussi nerveux. C'est en observant Shadow de plus près, le poil encore humide de la rosée matinale, que Nathan remarqua les cicatrices. De petits cercles brunâtres sur le flanc, comme des brûlures. Des marques longues et fines sur le dos, cicatrisées mais nettes. Il s'agenouilla lentement, la main suspendue au-dessus du chien, sans le toucher. « Seigneur, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, bonhomme ?» Shadow recula à peine, comme s'il sentait que cette main ne voulait pas frapper. L'après-midi, Nathan tenta une nouvelle approche. Il réussit à faire entrer Shadow dans la salle de bain et y fit couler un bain tiède, peu profond. J'ai connu des maîtres chiens militaires qui juraient que l'eau, c'était la clé pour gagner leur confiance, lui expliqua-t-il, sans trop savoir s'il s'adressait à lui ou au chien. Shadow ne protesta pas. Il ne bougea presque pas. Mais cette passivité, Nathan le savait, n'était pas de la sérénité. C'était de la résignation, comme si l'animal avait appris que résister ne faisait qu'aggraver les choses. Une fois le pelage trempé, les marques se révélèrent encore plus nettes. Nathan en resta figé. Des blessures trop précises, trop systématiques. « Dressage, tu parles » grogna-t-il entre ses dents. « C'est de la torture, ça. » Le téléphone sonna, interrompant la scène. Shadow sursauta violemment, se collant au carrelage, le cœur battant si fort qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. Nathan décrocha, surpris par la voix qui répondit, celle de Benedict Keating en personne, le fondateur de la Skywind Academy. « Monsieur Granger, je vous appelle à propos du chien que vous avez acquis hier. » Nathan sentit la tension grimper. « Y a pas de malentendu, je l'ai acheté pour $1, légalement. » Keating insista. Ce chien n'aurait jamais dû se retrouver dans cette vente. C'est un reproducteur de grande valeur. Il souffre de troubles du comportement, certes, mais son patrimoine génétique est exceptionnel. Je suis prêt à vous offrir $500 pour le récupérer. Nathan jeta un regard vers la salle de bain. Shadow, tremblant, restait collé contre le mur, la tête basse, les muscles tendus par la peur. Pas intéressé, la voix de Keating perdit son ton suave. « Soyez raisonnable, monsieur Granger. Ce chien ne vous servira à rien, il a besoin de soins spécifiques, de gens formés pour gérer ce type de cas. » Nathan gronda. « On dirait qu'il a déjà eu votre genre de soins. Il n'en a pas besoin d'autres ?» Il raccrocha sans attendre la réponse. Ses mains tremblaient un peu plus fort que d'habitude. Il s'adressa à Shadow. « On dirait qu'on est deux bons à rien dont plus personne ne veut. Ça doit bien valoir quelque chose. » Ce soir-là, un miracle discret se produisit.
Alors que Nathan s'asseyait pour regarder les infos, Shadow, pour la première fois, accepta de boire un peu d'eau dans la gamelle. Il ne s'approcha pas de l'assiette, mais ce simple geste fut une victoire. 3 jours plus tard, le chien avait cessé de se cacher sous le lit. Il restait dans le coin du salon, silencieux, mais attentif. Il mangeait une fois Nathan sorti de la pièce et buvait dès qu'il le voyait quitter la cuisine. Un pas après l'autre, la routine s'installait centrée autour des horaires de médicaments de Nathan qui rythmaient leur journée. La confiance ne se gagnait pas par la force, mais par la patience. Le 4e matin, Nathan se réveilla engourdi, incapable de bouger comme il le fallait. Les tremblements dans ses mains avaient déjà fait tomber son pilulier au sol. Les cachets s'éparpillaient sur le parquet. « Parfait », murmura-t-il entre ses dents, chaque muscle tendu dans l'effort de s'asseoir. C'est alors qu'un bruit attira son attention. Shadow. Le chien s'approchait à pas lents. D'abord, Nathan pensa qu'il allait manger les cachets, mais non. Avec une précision presque chirurgicale, Shadow se mit à les ramasser un à un, les déposant sur le lit, juste sous la main de Nathan. Il n'en avala aucun, ne les abîma même pas. Il les aligna, comme pour s'assurer que Nathan les avait tous retrouvés. Le vieil homme resta bouche bée. « Eh ben ça alors !» Il prit son eau, avala ses comprimés, puis leva les yeux vers le chien. « T'en sais bien plus que ce que j'imaginais. » Plus tard, pendant que Shadow somnolait dans son coin favori, Nathan examina de plus près le collier usé que le chien portait encore. Une légère bosse attira son attention. Il le détacha lentement en parlant doucement. « Je veux juste regarder, mon vieux. Rien de méchant. » Shadow resta figé, mais ne recula pas. Nathan trouva une petite poche cousue à l'intérieur. Une note y était soigneusement pliée, presque effacée, à force d'avoir été manipulée. Il l'ouvrit. Le document était un rapport de suivi. Écriture serrée, clinique. Sujet K9, 2714, berger allemand mâle, 14 mois, démarrage du protocole expérimental. Réagit avec une intelligence supérieure à la moyenne, mais présente une hyper-empathie excessive. Protocole de correction lancé. Les mots suivants ressemblaient à un cauchemar. Privation de sommeil, choc électrique, suppression de nourriture, sanctions graduellement intensifiées après chaque refus d'obéir à des ordres de plus en plus absurdes. Une transformation méthodique planifiée pour briser un être trop doux, trop sensible, trop humain. La dernière ligne, datée d'à peine 2 semaines auparavant, disait « Échec à induire l'agressivité requise malgré correction maximale. Recommandation, retrait du programme et revente pour reproduction uniquement. » Nathan relut la note 2 fois, incapable de contenir la colère qui montait. Il connaissait les recoins sombres du métier. 30 ans dans les forces de l'ordre vous vaccinent contre bien des illusions. Mais là c'était autre chose. C'est pas un chien brisé, murmura-t-il, les yeux brillants d'émotion. C'est un chien qui a résisté. Ils ont tout tenté pour le rendre violent. Et il a refusé. Il a préféré souffrir plutôt que blesser. Il posa la note sur la table, le regard tourné vers l'animal. Et ils t'ont traité comme un déchet parce que t'étais pas un monstre. Nathan n'avait pas dormi de la nuit. Trop de pensées tournaient dans sa tête. Ce n'était plus seulement une histoire de réconfort ou de réhabilitation. Ce qu'il avait entre les mains, c'était une preuve, un document concret. Et il savait ce qu'il représentait. Il avait vu des hommes tomber pour moins que ça. Le lendemain matin, il enfila sa veste, sortit Shadow avec douceur et le fit monter dans le pick-up. Direction la clinique vétérinaire du comté. Il avait besoin d'un avis, et il n'y avait qu'une seule personne en qui il avait suffisamment confiance pour ça. Dr Lauren Everett. La clinique était installée dans une vieille bâtisse rénovée à l'extérieur de Wild Pine, avec une salle d'attente décorée de photos de chiens et de chats en pleine santé, un canapé élimé mais accueillant et une odeur de désinfectant discret mêlée à celle du café. Le trajet avait été compliqué. Shadow, nerveux, ne voulait pas descendre du véhicule. Il avait fallu user d'astuces, d'un reste de viande froide et de la patience infinie de Nathan pour le convaincre. Même là, il refusa catégoriquement d'entrer tant qu'il y avait d'autres animaux dans la salle. Nathan s'excusa à la réception. « Il a ses raisons », dit-il simplement. Une jeune employée compréhensive fit sortir les autres clients par la porte arrière pour leur laisser la place. Quand Lauren entra dans la salle d'examen, elle remarqua immédiatement la posture de Shadow. Tendue, en retrait, collée contre le mur, elle ne fit aucun geste brusque, pas un mot de trop. Elle jeta un coup d'œil au document que Nathan lui tendait. Dès les premières lignes, son visage changea. D'abord la surprise, puis l'indignation. Enfin quelque chose de plus profond, de la colère froide. « J'en avais le pressentiment depuis longtemps », dit-elle en refermant le papier.
Plusieurs chiens de chez Keating sont passés entre mes mains avec des blessures que personne n'expliquait vraiment. Mais sans preuve, je ne pouvais rien faire. Elle s'agenouilla lentement, non pas pour examiner Shadow, mais pour s'asseoir à son niveau. Sans le regarder dans les yeux, elle laissa tomber une friandise à ses pieds, puis une autre. Aucun ordre, aucune attente. Après 20 minutes de silence partagé, Shadow sembla se relâcher un peu. Pas beaucoup, juste assez pour que sa respiration se fasse moins hachée. Ce chien est résilient, observa Lorraine. Beaucoup d'autres auraient complètement fermé les volets après un tel traitement. Mais lui, il est encore là. Il analyse, il prend des décisions, et il a choisi de vous aider l'autre matin. Aucun dressage ne peut expliquer ça. Nathan acquiesça. Il a ramassé mes cachets comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Il a même aligné les comprimés sur le lit. Elle fronça les sourcils, intéressée. Ça suggère un niveau de cognition élevé, très élevé, et une empathie qui dépasse les standards habituels. Leur conversation fut interrompue par un vacarme soudain dans l'entrée. La porte de la clinique venait de s'ouvrir à la volée. Dans l'encadrement, 2 silhouettes, Benedict Keating, costume bien taillé, sourire factice, et derrière lui, un policier en uniforme, probablement là pour lui donner du poids. À sa droite, Marcus Doyle, silencieux, mais l'œil dur. « Voilà le chien », déclara Keating en désignant Shadow, qui trembla immédiatement à sa vue. « C'est notre animal. Il a été vendu par erreur. » Nathan se leva, appuyé contre le mur. « Non, il est à moi. Et j'ai le reçu de la vente pour le prouver. » Le policier, un jeune homme visiblement mal à l'aise, consulta les papiers. Monsieur Keating dit que le chien ne devait pas être mis en vente, que c'est un reproducteur important. Nathan sortit calmement le reçu. « Voilà la preuve de l'achat. En bonne et due forme, je l'ai payé. Peu importe la somme, il m'appartient. » Keating fronça les sourcils. Une vente à $1 pour un chien valant des milliers? Aucun tribunal ne validera ça. C'est alors que Dr Everett intervint. Elle tendit le journal de bord qu'elle avait scellé dans une pochette plastique. Ce chien porte les marques de sévices graves. Et ce document le prouve. Il contient des descriptions précises de pratiques de dressage interdites par les lois sur le bien-être animal. Le policier lut rapidement quelques lignes. Son visage changea. « Je vais devoir transmettre ça à mon supérieur. En attendant, l'animal reste sous la garde de Monsieur Granger. Il faudra trancher ça légalement. Vous avez 72 heures pour contester la vente. » Alors que Keating et Doyle quittaient les lieux, en marmonnant des menaces à peine voilées, Nathan posa les yeux sur Shadow. Le chien le regardait avec un mélange de peur et de reconnaissance. Quelque chose venait de changer. Une ligne venait d'être franchie. Une confiance encore fragile, mais réelle, venait de naître. 72 heures, murmura Nathan. Va falloir qu'on s'organise, mon vieux. Le lendemain matin, un rayon de soleil filtrait à travers la fenêtre de la cuisine. Shadow était couché dans l'encadrement de la porte, pas complètement détendu, mais plus calme. Il observait Nathan qui préparait le petit déjeuner en tentant de limiter les dégâts causés par ces tremblements. Quelques croquettes glissèrent au sol. Shadow s'approcha, les ramassa une par une, puis retourna s'installer à sa place. Un geste simple, mais qui laissa Nathan sans voix. « Tu continues de me surprendre, toi » murmura-t-il. Il s'appuya contre le comptoir pour se stabiliser. « Darlene t'aurait adoré. Elle disait toujours que j'étais trop désordonné pour vivre seul. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il parlait de sa femme à voix haute. L'émotion monta dans sa gorge. Trop longtemps que la maison résonnait du vide. Trop longtemps qu'il n'avait parlé à quelqu'un qui écoutait vraiment, même si ce n'était qu'un chien. « 10 ans le mois prochain, dit-il lentement. Le crabe l'a emporté. Elle s'est battue, mais... » Il ne termina pas sa phrase. Shadow leva les yeux vers lui. Un regard calme, présent, sans jugement. C'était assez. La suite de la journée fut consacrée à l'administratif. Nathan se rendit au refuge local pour enregistrer Shadow officiellement à son nom. Ses mains tremblaient tellement qu'il mit 5 minutes à signer un simple formulaire. Puis, direction l'animalerie. Nouveau collier, panier moelleux, quelques jouets, même s'il se doutait que Shadow n'y toucherait pas avant des semaines. Une jeune vendeuse aux cheveux violets lui donna un conseil en voyant le chien recroquevillé dans l'allée. « Mon frère a adopté une lévrier traumatisée. Elle a mis 6 mois à toucher un jouet. Mais le jour où elle l'a fait, c'était magique. Faut juste attendre. » De retour à la maison, Nathan s'appliqua à créer ce que la vétérinaire appelait un environnement prévisible. Repas à heure fixe, sortie à heure fixe, période de repos, rien de brutal, rien d'aléatoire, le contraire exact de ce que Shadow avait connu. Le stress, on le lui avait appris, venait de l'imprévu. Alors Nathan fit de la prévisibilité sa mission.
La soirée était tombée sans bruit sur la petite maison en bois, baignée d'un calme presque irréel. Nathan s'installa dans son vieux fauteuil, une tasse de café tiède dans une main, son pilulier dans l'autre. Shadow, fidèle à lui-même, occupait son coin habituel contre le mur. Proche, mais jamais trop, présent, sans s'imposer. « Viens ici, bonhomme », dit doucement Nathan, tapotant l'espace vide à côté de lui. Le chien leva une oreille, mais ne bougea pas. Ses yeux disaient « Je t'entends, je suis là, mais j'ai encore besoin de temps ». Nathan hocha la tête. « Pas de souci, on y va doucement ». La télévision crachait des nouvelles locales sans grand intérêt. Le maire parlait d'un nouveau rond-point. La météo annonçait de la pluie pour le week-end. Nathan n'écoutait que d'une oreille. Il repensait à ce que représentait ce chien allongé à quelques mètres de lui. Un survivant. Un être qu'ils avaient tenté de formater à coups de douleur, qui avait refusé de céder à la haine. Un cœur intact malgré la violence. Un esprit qui observait, analysait, attendait le bon moment pour se révéler. Tard dans la nuit, Nathan fut réveillé par un gémissement. Une plainte douce, comme un appel. Il ouvrit les yeux et vit Shadow, debout, au pied du lit. Le chien grattait doucement le drap, du bout du museau. Nathan tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante lui coupa le souffle. Son bras droit était raide, son torse contracté. Le genre de crise qu'il redoutait. Il sentit la sueur perler sur son front. Y compris, avant même que la panique ne l'envahisse, il faisait une crise cardiaque. Shadow ne paniqua pas. Il se rapprocha, s'agenouilla presque, cherchant du museau dans les poches de la veste accrochée au pied du lit. Il tira doucement jusqu'à en faire tomber un petit flacon plastique, les comprimés d'urgence. Nathan, à moitié conscient, regardait cette scène comme un rêve. Une fois le flacon posé au sol, Shadow grogna doucement, cherchant à alerter. C'est ce son qui attira l'attention du vieil homme, l'aida à se concentrer. Il parvint à saisir le flacon, à l'ouvrir tant bien que mal, et à glisser le comprimé sous sa langue. L'effet ne fut pas immédiat, mais la douleur diminua. Assez pour reprendre le contrôle. Nathan resta allongé là, haletant, le regard fixé au plafond. Shadow s'était couché contre lui, maintenant un contact constant. Il ne bougea plus. Il attendait. Le lendemain, le visage encore pâle, Nathan fit la seule chose qu'il savait devoir faire. Il appela Dr Everett. « Il m'a sauvé la vie », dit-il simplement. Et elle comprit. Elle proposa une série de tests, pas médicaux mais comportementaux. Elle voulait évaluer l'étendue des capacités cognitives et sensorielles de Shadow. Ce fut une autre épreuve pour amener le chien à la clinique. Cette fois, pour éviter tout stress, Lorraine fit entrer Nathan et Shadow par une porte latérale, loin des aboiements et des bruits de cage. Une salle avait été aménagée spécialement. Des puzzles simples contenant de la nourriture, des objets inconnus, des balles colorées et surtout des tests d'interaction émotionnelle. Shadow ne montra aucun intérêt pour les ordres. Mais il répondit aux émotions. Si Nathan avait un geste de douleur, il s'approchait. Si une fausse chute était simulée, il se plaçait aussitôt du bon côté pour soutenir. Il apprenait seul, il anticipait, il interprétait les signaux corporels comme aucun chien classique ne l'aurait fait. « Ce n'est pas un chien de travail ordinaire », dit Lorraine après plusieurs tests. « C'est un détecteur émotionnel, une sentinelle. Il est câblé pour ressentir les humains, pas pour les attaquer. Ce que vous décrivez, son comportement pendant votre crise, dépasse de loin les standards d'un chien de service classique. Il détecte vos symptômes avant même que vous ne les ressentiez. » Elle se pencha sur ses notes. « Avec votre permission, j'aimerais en parler à un centre de recherche sur les chiens d'alerte médicale. » Mais leur échange fut brusquement interrompu. Un claquement de porte, une silhouette bien trop familière. Benedict Keating, accompagné cette fois de Marcus Doyle. Keating avait perdu son sourire commercial. Il était tendu, sombre. Il entra dans la pièce comme un homme en terrain ennemi. « Ce chien ne vous appartient pas ?» lança-t-il sans détour. « Il a été formé dans un programme spécial. Il représente des milliers de dollars d'investissement. » Nathan se redressa, appuyé contre la table. « Vous voulez dire ce programme où vous les brisez pour qu'ils deviennent des armes ?» Doyle, resté silencieux, s'avança d'un pas. Shadow se leva, les poils hérissés. Pour la première fois depuis son adoption, il grogna. Un son profond, précis. Une alerte, pas une menace. Il reconnaissait son bourreau. Lorraine s'interposa. « Ce chien montre des signes cliniques de traumatisme sévère, et j'ai le dossier pour le prouver. » Nathan tendit le document au jeune policier présent. Voici les protocoles qu'ils lui ont fait subir. C'est signé, dactylographié, archivé. Le policier, un certain agent Lowell, lut quelques lignes, puis acquiesça. Je transmets ça au procureur. Mais en attendant, l'animal reste avec Monsieur Granger. Keating explosa.
Vous ne comprenez pas? Ce chien fait partie d'un programme classé. Il n'a pas sa place dans une maison de retraite avec un vieil homme tremblotant. Le silence qui suivit était lourd. Nathan se redressa, droit, les mains tremblantes, certes, mais la voix ferme. Peut-être que c'est justement pour ça qu'il est là. Parce qu'il mérite autre chose que vos électrochocs et vos punitions. Parce que ce chien a choisi d'aider au lieu d'attaquer. Il mérite mieux. Après leur départ, Nathan s'assit lentement. Il se sentit vidé. Shadow se rapprocha, posa sa tête contre sa jambe. Un geste simple, une connexion. Lorraine s'agenouilla à côté. Il n'a pas choisi de devenir un outil. Il a choisi d'être un compagnon. Et il vous a choisi? Vous? Ce soir-là, l'air était lourd de promesses d'orage. Nathan, assis sur le canapé, regardait distraitement la météo sur le vieux téléviseur. Shadow était installé à ses pieds, le museau posé sur ses pattes, mais l'œil ouvert, attentif. Les derniers jours avaient tissé entre eux un fil invisible, fragile mais réel. Ce chien autrefois prostré, sous un lit, semblait maintenant vivre au rythme des battements irréguliers de son nouveau maître. Chaque tremblement de Nathan, chaque soupir de fatigue, Shadow les remarquait. Il ne s'imposait jamais mais agissait avec une intelligence silencieuse, presque humaine. La question que Nathan évitait de formuler depuis plusieurs jours finit par le frapper de plein fouet. Combien de temps lui restait-il vraiment? La vérité, il la connaissait. Les médecins ne s'embarrassaient plus de faux espoirs. Parkinson, accompagné d'un cœur fatigué, formait un tandem impitoyable. Une chute, une crise, un oubli de pilule, et tout pouvait basculer. Il observa Shadow, paisible à ses pieds, et ressentit un mélange étrange. Gratitude, culpabilité, peur. Et si Keating avait raison? Et s'il n'était pas à la hauteur de cette responsabilité? Que deviendrait ce chien s'il lui arrivait quelque chose? C'est dans cet état d'esprit que Nathan se rendit au centre médical de la région. Il avait repoussé le rendez-vous, mais Dr Winters, sa médecin depuis plus de 15 ans, l'avait rappelé elle-même. Shadow, dissimulé sous une veste dans la salle d'attente, était resté collé à lui. Les panneaux « chiens interdits sauf animaux certifiés » parsemaient les murs, mais personne ne posa de questions. Peut-être parce qu'il le reconnaissait, peut-être à cause de l'article du journal, ou peut-être parce que la présence de Shadow imposait le respect, même dans le silence. Dr Melissa Winters, femme au regard franc et au ton sans fioriture, le reçut avec cette gravité bienveillante qu'ont les bons médecins. Après un examen minutieux, elle se contenta de s'asseoir face à lui, croisant les mains. « Je vais être honnête, Nathan. Votre autonomie est en train de disparaître. Parkinson s'aggrave. Votre cœur affaiblit plus que prévu. Vivre seul, dans une ferme isolée, devient dangereux. » Il hocha lentement la tête. Elle observe Shadow. « Ce chien vous aide réellement ?» Nathan n'eut pas besoin de réfléchir. « Il me sauve, littéralement. Il sait avant moi quand une crise arrive. Il va chercher mes médicaments. Il m'empêche de tomber. » Elle parut songeuse. « Vous savez, les chiens d'assistance médicale pour les cas de Parkinson, c'est très rare. Surtout des chiens non entraînés qui développent ces compétences spontanément. » Elle lui parla d'alternatives, mais toutes impliquaient de quitter sa maison. Résidences adaptées, assistance à domicile, aide partagée, mais dans tous les scénarios, la place de Shadow était incertaine. Pas certifiée, pas reconnue officiellement, pas acceptée dans la majorité des établissements. Nathan rentra chez lui, l'âme lourde. Il se sentait comme un vieux meuble qu'on essayait de ranger dans un coin plus pratique, mais qu'on hésitait à garder. Il venait à peine de s'asseoir quand le téléphone sonna. Une voix familière, mais tendue, Sarah Ellison, la journaliste du Chronicle. « Monsieur Granger, j'ai quelque chose à vous dire. Un contact au bureau du procureur m'a transmis une information confidentielle. Shadow aurait été entraîné dans un programme expérimental. Pas comme les autres chiens de travail, il s'appelait Projet Sentinelle. » Nathan se redressa. Ce nom, il évoquait quelque chose d'inquiétant. Ils essayaient de créer des chiens capables de détecter les changements physiologiques chez les humains, continua-t-elle. Fréquence cardiaque, pression artérielle, taux de stress, pour usage militaire, détection du mensonge, anticipation des actes hostiles. Elle fit une pause. Et Shadow, selon ce que j'ai vu, en faisait partie. Nathan serra le combiné, tout s'éclairait. Le flair du chien, son attention extrême aux détails, sa capacité à détecter les épisodes avant même qu'ils ne commencent. Ce qui est important, ajouta Sarah, c'est que si ce programme est officiellement reconnu et que Keating prouve que Shadow en faisait partie, alors le prix réel du chien serait revu à la hausse. Et la vente à $1 pourrait être déclarée invalide. Le vieux policier sentit une vague glacée lui parcourir l'échine. Tout ce qu'il avait gagné pouvait être balayé d'un coup. Il raccrocha les mâchoires serrées.
Shadow s'approcha de lui, comme pour l'aider à porter ce poids invisible. Nathan s'accroupit lentement, posa son front contre celui du chien. « Ils vont essayer de te reprendre, mon vieux, mais cette fois, on ne se laissera pas faire. » Le lendemain, Nathan accueillit une visite inattendue. Dr Everett. Elle portait une chemise froissée, un dossier sous le bras et une détermination nouvelle dans le regard. « J'ai contacté une organisation qui certifie les chiens d'assistance médicale. Il s'appelle Canine Response Trust. Avec les observations qu'on a et ton témoignage, ils sont prêts à faire passer Shadow en certification accélérée. On peut le reconnaître officiellement comme chien d'assistance pour Parkinson et troubles cardiaques. » Nathan resta sans voix. « Ça veut dire qu'on ne pourra plus nous le reprendre ?» Elle hocha la tête. « S'il est certifié, aucune institution ne pourra le déplacer ni l'interdire dans un lieu de vie. Il sera protégé par la loi. » Ils passèrent la soirée à remplir les formulaires, à scanner les documents, à compiler les vidéos des interactions. Shadow restait calme, observateur, comme s'il comprenait l'importance de chaque mot, chaque signature. Dehors, le tonnerre grondait au loin. Nathan, pour la première fois depuis des semaines, sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'ils pouvaient gagner pas seulement le droit de rester ensemble, mais aussi celui d'être reconnus pour ce qu'ils étaient. Deux survivants que la société avait voulu enterrer trop tôt. Mais l'espoir fut de courte durée. À peine avait-il terminé le dernier formulaire que le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était l'agent Lowell. « Monsieur Granger, il faut que je vous prévienne. Un bâtiment de la Skywind Academy vient de partir en fumée. On pense que Marcus Doyle est impliqué. Il a disparu. Et on craint qu'il ne cherche à récupérer certains chiens. » Nathan comprit immédiatement. Shadow. Il raccrocha, vérifia les verrous de toutes les portes, renforça la sécurité. Dans la lumière tremblante de la cuisine, Shadow restait immobile, les oreilles dressées. Il sentait lui aussi que quelque chose approchait. La nuit était tombée sur la ferme comme un couvercle. Un silence étrange pesait sur les murs, à peine troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Nathan, assis dans sa cuisine, la main posée sur la tête de Shadow, sentait monter cette vieille tension qu'il connaissait bien, celle d'avant l'impact, celle qui précède la tempête. Il avait vérifié les serrures 2 fois, remis en place les rideaux et laissé la lumière du porche allumée. Shadow n'avait pas bougé depuis 1 heure, immobile, parfaitement alerte. Un chien qui savait que le danger n'était pas une question d'hypothèse, mais une question de temps. La sonnette retentit. 3 coups secs. Nathan se leva, s'appuyant sur sa canne, le cœur cognant contre ses côtes comme un tambour mal réglé. Shadow grogna doucement. Un son grave, sourd, pas agressif, mais déterminé. Nathan s'approcha de la porte, jeta un œil par le judas, un SUV noir stationné à l'ombre du vieux chêne. Et devant la porte, seul, Marcus Doyle. L'homme n'avait plus rien du dresseur arrogant aperçu à la clinique. Il avait l'air fatigué. Son regard était fuyant, ses vêtements froissés. Nathan n'ouvrit que d'un cran, la chaîne toujours verrouillée. « T'as 1 minute, après ça j'appelle la police. »« Je suis pas ici pour te menacer, » dit Marcus d'une voix basse. « Keating ne sait même pas que je suis venu. » Il jeta un œil inquiet autour de lui. « Le feu, c'était pas accidentel. J'ai tout brûlé. Les dossiers, les vidéos, les enregistrements, le programme Sentinelle, faut que ça disparaisse. » Nathan ne dit rien. « C'est ce chien qui a tout déclenché, » reprit Doyle. « Ce n'est pas un raté, Granger. Il a réussi, trop bien. Il ressent les choses avant qu'elles arrivent. Il détecte la peur, le stress, le mensonge. On voulait le transformer en outil. Il est devenu quelque chose d'autre. » Nathan serra un peu plus sa canne. « Tu veux le récupérer ?» Marcus recula d'un pas. « Non, je suis pas fou. Je sais que je peux pas faire ça. Mais Keating, lui, il va pas lâcher. Il pense encore pouvoir te le reprendre légalement. Mais il a peur que la vérité éclate. » Il sortit un petit disque dur de sa poche. « T'as besoin de preuves ? Les voilà. » Des enregistrements, des séquences de formation, des corrections, des cris, des ordres, des hurlements. T'as jamais vu un chien hurler comme ça, Granger. Et lui, il ne répondait jamais. Il encaissait, il résistait. Nathan hésita, puis ouvrit la porte, prit le disque et la referma sans un mot. Marcus ne protesta pas. Il retourna à son SUV, démarra dans un nuage de gravier. Shadow, toujours à l'intérieur, n'avait pas bougé d'1 centimètre. Il observait la porte, les muscles tendus comme des câbles. Nathan s'approcha et posa une main sur son cou. « On a maintenant ce qu'il nous faut, bonhomme. Reste à voir si ça suffira. » Le lendemain, les renforts arrivèrent. Jake Howard, ancien collègue de Nathan dans la brigade canine, débarqua avec 2 thermos de café, une boîte de beignets et une détermination farouche dans les yeux.
J'ai rassemblé quelques gars de l'ancien réseau. Ceux qui te doivent une ou deux faveurs, on va sécuriser la ferme. Et si Keating tente quoi que ce soit, il comprendra que t'es pas seul. » Pendant que Jake inspectait les fenêtres, installait un nouveau verrou et contactait le shérif pour demander une surveillance renforcée, Nathan copia le contenu du disque dur. Il vit des choses qu'il ne voulait pas revoir. Des chiots poussés à bout, des décharges électriques déclenchées sur des chiens hurlant de douleur. Et Shadow, toujours calme, silencieux, presque stoïque, refusant l'ordre d'attaquer, même sous la contrainte. Il transmit les fichiers à Dr Everett et à Sarah, la journaliste. L'impact fut immédiat. En moins de 24 heures, le bureau du procureur annonçait l'ouverture officielle d'une enquête fédérale. L'ampleur du programme Sentinelle dépassait les limites du comté. Et Shadow, ancien cobaye devenu survivant, était désormais au cœur d'une affaire nationale. La tension monta d'un cran quand Sarah informa Nathan que des journalistes d'une chaîne câblée voulaient couvrir l'histoire. Il refusa les interviews télévisées. Pas question d'exposer ce chien comme un trophée. Mais il accepta un article de fond, à condition que ce soit Sarah qui l'écrive. Elle le méritait. Elle avait vu l'histoire avant tout le monde. La maison, elle, continua d'évoluer. Avec l'aide des anciens collègues de Nathan, ils installèrent une rampe d'accès, modifièrent la douche, élargirent les portes. Shadow observait tous les travaux sans broncher, comme s'il approuvait chaque modification. Il avait aussi changé. Il restait méfiant envers les inconnus, mais il ne se cachait plus. Il s'asseyait parfois près de la porte, guettant les oiseaux. Il jouait même, à l'occasion, avec une balle molle, à condition que personne ne le regarde. Un après-midi, alors que Nathan peinait à boutonner sa chemise, à cause d'un tremblement, Shadow s'approcha sans bruit, posa doucement son museau sur son bras et attendit. Nathan sourit, ému. « T'as compris que j'avais besoin d'aide, avant même que je le demande. » Il leva les yeux vers le chien. « Tu sais, je me suis longtemps demandé ce que je valais encore, quand j'ai raccroché l'uniforme, quand Darlene est partie, quand mon corps a commencé à me trahir. Mais toi, t'as redonné un sens à tout ça. » Le jour suivant, Sarah revint avec une nouvelle inattendue. Le Michael J. Fox Foundation venait d'approuver une subvention exceptionnelle pour lancer un programme pilote basé sur le cas de Shadow. Ils veulent faire de lui le visage du premier programme de chiens d'alerte pour Parkinson. Ce que vous vivez ici pourrait servir à des centaines de personnes. Nathan, d'abord hésitant, accepta. Si ça peut aider d'autres gars comme moi, alors allons-y. Mais la menace n'avait pas disparu. Keating, acculé, commençait à perdre pied. Il engagea un cabinet d'avocats pour contester la vente du chien, affirmant que Shadow représentait désormais un actif technologique de valeur stratégique. Un argument froid, clinique, déshumanisant. La date de l'audience fut fixée, et Nathan, pour la première fois, dut faire face à la possibilité qu'un tribunal cherche à lui arracher ce chien. Non pas parce qu'il lui était nuisible, mais parce qu'il valait trop. Le tribunal de Redwood County ne payait pas de mine. Une bâtisse modeste en briques, vieillie par les années, nichée entre une librairie et une supérette. Rien de menaçant en apparence, mais pour Nathan, c'était une arène. Et ce jour-là, chaque pas qu'il faisait dans le couloir menant à la salle d'audience pesait plus que tout ce qu'il avait porté dans sa carrière. Shadow marchait à ses côtés, muselé comme l'exigeait le règlement, mais calme. Son pelage noir brillait sous la lumière crue, et son regard restait fixé sur son maître, comme s'il puisait sa stabilité dans chacun de ses mouvements. À l'intérieur, la salle était presque vide. Un juge au regard neutre, une greffière absorbée dans ses notes et deux avocats de Keating tirés à 4 épingles déjà installés côté opposé. L'un d'eux se leva dès l'ouverture de la séance. « Votre honneur, notre client demande l'annulation de la vente du chien identifié sous le matricule Sentinelle 2714. Il s'agit d'un animal issu d'un programme privé de recherche et développement dont la valeur dépasse les 50 000 $. La vente, à un particulier pour $1, constitue une erreur manifeste. » L'homme parlait de Shadow comme on parle d'un meuble mal entreposé dans un entrepôt militaire. Nathan, lui, n'avait pas d'avocat. Il s'était levé, appuyé sur sa canne, Shadow couchait sagement à ses pieds, sa voix tremblait mais elle portait. « Ce chien n'est pas un bien, ce n'est pas un prototype. Ni un morceau d'équipement perdu, c'est un être vivant. Et il a été brisé par ceux qui prétendent aujourd'hui vouloir le récupérer. Il ne leur appartient plus, pas après ce qu'ils lui ont fait. » Il déposa sur la table un dossier contenant les preuves recueillies, vidéos, rapports vétérinaires, témoignages. Sarah Ellison et Dr Everett, assises au fond de la salle, hochèrent lentement la tête. La greffière saisissait tout avec une précision implacable. Le juge, lui,
Écoutez, vraiment. Monsieur Granger, demanda-t-il calmement, êtes-vous en mesure d'assurer les soins et la sécurité de cet animal à long terme? Nathan inspira profondément. Non, pas seul. Mais je suis en train de mettre en place un partenariat avec une fondation pour créer un protocole d'accompagnement. Shadow ne sera pas seulement mon chien. Il sera un modèle, un compagnon certifié, une référence pour les malades comme moi. Il tendit un courrier signé de la Michael J. Fox Foundation et d'un groupe de chercheurs vétérinaires. Le juge le parcourut sans mot dire, puis reposa le papier avec soin. C'est à ce moment précis que Shadow se leva, doucement, sans bruit. Il s'approcha du juge, comme s'il sentait que quelque chose de crucial se jouait. Le magistrat, surpris, le regarda s'asseoir calmement devant lui. Shadow n'avait pas l'air menaçant. Il n'aboyait pas. Il se contentait d'être là, posé, solide, un témoin silencieux, un symbole. Le juge sourit légèrement. Ce chien sait où il doit être. L'audience ne dura pas longtemps. Face à l'accumulation de preuves et à la pression médiatique croissante, la partie adverse demanda une suspension de procédure. Keating n'était même pas venu, il se savait en position de faiblesse. Nathan sortit du tribunal en tenant fermement la laisse de Shadow. Sur le parvis, une petite foule les attendait, vétérans, malades de Parkinson, anciens maîtres chiens, ils l'applaudirent en silence, comme on salue un héros. Il n'avait pas gagné la guerre, pas encore, mais il avait remporté une bataille essentielle. Les jours suivants, la maison fut assaillie de lettres. Certaines venaient d'anciens soldats, d'autres de familles de malades, toutes racontaient la même chose, l'isolement, la fatigue, la peur de ne plus pouvoir vivre dignement, et le rêve d'un compagnon comme Shadow. Nathan, bouleversé, s'assit un matin avec Dr Everett. « Il faut qu'on aille plus loin, qu'on crée un programme officiel, un vrai, pas une réponse médiatique, un projet durable. » Lorraine réfléchit, puis proposa quelque chose d'inattendu. « On pourrait transformer Skywind Academy, ou ce qu'il en reste. Les bâtiments sont là, le terrain aussi. Avec ton expertise, mon réseau médical et la fondation en appui, on pourrait en faire un centre de réhabilitation pour chiens issus de programmes abusifs, et les formant non pas à obéir, mais à aider. » Nathan sentit son cœur battre plus vite. « Tu veux dire un centre de reconversion? De seconde chance ?» Elle sourit. « Exactement. Et tu sais qui pourrait en être le premier résident officiel ?» Elle posa la main sur la tête de Shadow, qui cligna lentement des yeux. Lui, les choses s'accélérèrent. En quelques semaines, des dons affluèrent. L'ancienne Skywind Academy fut rachetée à prix symbolique. Keating, poursuivi pour négligence et maltraitance animale, disparut des radars. Marcus Doyle, de son côté, accepta de témoigner en échange d'une immunité partielle. Il rejoignit même l'équipe, à la condition stricte qu'il ne travaille jamais seul avec les chiens et qu'il suive une thérapie obligatoire. « Je veux réparer », dit-il un jour à Nathan, « même si je sais que je ne mérite pas d'être pardonné. » Le centre, baptisé Sentinel Haven, ouvrit officiellement 3 mois plus tard. Les premiers chiens recueillis venaient de refuges, de laboratoires fermés, de polices municipales dépassées. Shadow, devenu la mascotte silencieuse du lieu, observait chaque nouvel arrivant avec une attention presque thérapeutique. Il ne jouait pas beaucoup, mais il restait présent. Il montrait l'exemple. Il incarnait ce que tous espéraient devenir, un survivant devenu guide. Nathan, lui, continua de décliner lentement. Son corps le trahissait jour après jour, mais il n'était plus seul. Il vivait désormais dans un petit logement aménagé sur le site, entouré de soignants, de bénévoles, de vétérans et surtout de Shadow. Et chaque matin, malgré la fatigue, malgré la douleur, il répétait les mêmes mots « On continue, bonhomme, un jour à la fois ». Les saisons passèrent comme des souvenirs flous. Le centre Sentinel Haven grandissait lentement, mais sûrement. Les murs, autrefois marqués par les cris et les chaînes, vibraient maintenant des jappements joyeux. Des pas précipités sur les couloirs, des voix humaines chargées d'encouragement. Nathan, affaibli mais toujours impliqué, observait ce changement depuis son fauteuil roulant, installé près des grandes baisses vitrées du hall principal. Shadow, couché à ses pieds, ne le quittait jamais plus de quelques mètres. Ce qui avait commencé comme un projet de sauvetage était devenu bien plus qu'un simple refuge. C'était une renaissance. Des chiens autrefois jugés inadaptés, violents ou irrécupérables étaient rééduqués à travers une méthode radicalement opposée à celle de Skywind. Pas de contraintes, pas de sanctions, pas de domptage. Seulement de la patience, des routines douces et des liens humains sincères. Des vétérans, souvent en rupture sociale ou psychologique, venaient y suivre des stages en binôme avec un chien. Et c'étaient souvent les chiens, étrangement,
qui apprenaient les premiers à leur faire confiance. Un après-midi de novembre, un ancien marine nommé Lucas Herrera arrive avec son chien, Tango. Un Malinois au regard inquiet, toujours en alerte, toujours prêt à fuir ou à mordre. Lucas, les traits tirés, les mains tremblantes de stress post-traumatique, avait à peine échangé quelques mots avec le personnel à son arrivée. Mais lorsque Shadow s'approcha lentement de lui, puis se coucha face à Tango en adoptant une posture de totale vulnérabilité, quelque chose se produisit. Tango n'aboya pas, il s'assit, et Lucas, pour la première fois depuis longtemps, laissa tomber son sac, s'agenouilla et murmura « Ça va aller ». Nathan observait cette scène depuis sa fenêtre. Une larme discrète roula sur sa joue. Shadow avait cette capacité étrange de capter les brisures chez les autres. Il ne les réparait pas. Il les reconnaissait. Et cette reconnaissance suffisait à enclencher quelque chose. Il n'était pas là pour sauver. Il était là pour dire silencieusement « Je comprends ». Nathan tenait un journal. Chaque jour, il écrivait tant bien que mal malgré sa maladie. Des notes sur les chiens, des souvenirs, des pensées. Il préparait quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer, mais qu'il savait inévitable, un testament. Pas juridique, non, un testament de mémoire. Il écrivait l'histoire de Shadow, de sa rédemption, de leur rencontre, de leur combat, et du monde nouveau qu'ils avaient contribué à créer ensemble. Il le faisait pour les générations futures, pour que personne n'oublie que ce chien avait été plus qu'un cobaye. Il avait été le point de rupture. Une nuit, alors que la neige commençait à tomber en silence sur les collines du comté, Nathan eut du mal à respirer. Ce n'était pas une crise comme les autres, pas cette fois. Il appuya sur le bouton d'alerte près de son lit, mais il savait que les minutes comptaient. Shadow, déjà debout, s'était approché de lui, posé ses pattes sur le lit et l'avait regardé fixement. Puis, comme mu par un instinct parfait, il avait aboyé 3 fois, sec, puissant. À l'autre bout du couloir, une infirmière en pause café sursauta, lâcha sa tasse et courut dans la chambre. Les soins furent rapides, une injection, une surveillance, des machines. Mais Nathan savait que le temps se raccourcissait. Et pourtant, il n'avait pas peur. Il passa la nuit à caresser doucement le flanc de Shadow, qui n'avait pas quitté le bord du lit. « Tu te souviens, mon vieux ? Je disais toujours que je finirais seul dans cette baraque. » Il sourit. « Tu m'as prouvé que j'avais tort. » Le lendemain matin, il convoqua Dr Everett. « Je veux que tu reprennes la direction du centre à ma place. Toi ou Jake. Shadow, il doit rester ici. Mais pas en tant que patient, en tant que guide. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Il aura toujours sa place ici, Nathan. Comme toi. » Les jours suivants furent calmes. Nathan écrivait, écoutait la radio, recevait parfois la visite de jeunes soldats ou d'enfants venus caresser les chiens. Shadow ne s'éloignait jamais, mais quelque chose en lui avait changé aussi. Comme s'il avait compris, il veillait. Il accompagnait Nathan avec une douceur que nul être humain n'aurait pu imiter. Il était devenu, dans son silence, la main que Nathan ne pouvait plus tendre. Puis, un matin de janvier, Nathan ne se réveilla pas. Il était paisible, les mains croisées sur la couverture, le journal posé sur la table de chevet, ouvert à une page griffonnée de son écriture tremblée. Ce chien n'est pas un miracle, c'est un survivant. Comme tant d'autres qu'on ignore, qu'on jette, qu'on brise. Il m'a appris que la bonté, la vraie, ne se commande pas. Elle se révèle quand tout le reste s'effondre. Shadow ne gémit pas. Il ne bougea même pas. Il resta là, contre le lit, la tête posée sur le drap. Les soignants le retrouvèrent ainsi, immobile, veillant. Et pendant 3 jours, il refusa de quitter la pièce. Ce ne fut que lorsqu'on installa le fauteuil vide dans le hall du centre, avec une photo de Nathan posée dessus, que Shadow se leva enfin, marcha lentement jusqu'à l'endroit et s'assit à sa place, comme s'il disait « Je suis encore là ». Les jours qui suivirent le départ de Nathan furent silencieux. Pas tristes, non, juste silencieux. Le genre de silence que laisse derrière soi quelqu'un qui a tout donné et qui, en partant, ne laisse pas un vide, mais une empreinte. Les murs du centre Sentinel Haven semblaient eux-mêmes ralentir. Chaque pas résonnait un peu plus longtemps. Chaque porte se refermait avec une prudence nouvelle. Et Shadow, lui, devenait le centre de gravité du lieu. Il ne montrait pas de signes évidents de deuil, pas de pleurs, pas de hurlements. Mais ceux qui le connaissaient, et ils étaient nombreux désormais, savaient qu'il n'était plus tout à fait le même. Il se tenait plus droit. Il observait davantage. Il vérifiait les dortoirs, un par un, chaque soir, comme s'il assumait désormais le rôle de gardien. Il mangeait moins, certes, mais il refusait de se laisser aller. Et lorsqu'un nouveau chien arrivait, c'était lui, toujours lui, qui l'accueillait en premier.
Un jour, une adolescente en fauteuil roulant arriva avec sa mère. Elle s'appelait Riley, atteinte d'un syndrome rare affectant son équilibre et sa motricité. Elle ne parlait presque pas, mais elle riait en silence, souvent, comme si le monde autour d'elle l'amusait malgré lui. Les autres chiens la fuyaient, trop de bruit, trop de gestes involontaires, sauf Shadow. Il s'approcha, s'assit à côté du fauteuil et ne bougea plus. Riley tendit une main tremblante, effleura son oreille, et pour la première fois depuis la mort de Nathan, Shadow ferma les yeux. Un relâchement total. Une confiance offerte, intacte. Les éducateurs observèrent. Lauren prit des notes. Jake, assis dans l'ombre, murmura « Il a choisi. » Encore une fois. Dès le lendemain, Shadow ne quittait plus la jeune fille. Il l'attendait à la sortie des cours de kiné. Il dormait près de son lit. Il l'aidait doucement à retrouver l'équilibre en lui servant d'appui naturel. Il semblait comprendre ses limites mieux que les médecins eux-mêmes. Un mois plus tard, lors d'une visite officielle de la Fondation, une psychologue spécialisée dans les troubles moteurs déclara, médusée, « Ce chien ne travaille pas. Il accompagne. Il n'anticipe pas les besoins. Il vit à leur rythme. C'est de l'empathie pure. » Et ce mot, empathie, devint peu à peu le nouveau cœur du programme Sentinel Haven. On ne formait plus simplement des chiens d'assistance, on créait des binômes d'âmes réparées, de trajectoires cabossées qui, réunies, redevenaient des routes praticables. L'histoire de Shadow et de Riley fit le tour des réseaux sociaux. Pas parce qu'elle était spectaculaire, justement parce qu'elle ne l'était pas. Pas de sauvetage spectaculaire, pas de morsure empêchant un cambriolage, juste une fidélité inébranlable, silencieuse. La presse se mit à surnommer Shadow le chien du lien. Et partout dans le pays, des familles les commencèrent à envoyer des lettres, des vidéos, des messages. Mon fils a arrêté de se scarifier depuis qu'il a vu Shadow avec Riley. Ma mère atteinte d'Alzheimer sourit à nouveau. Elle croit que Shadow est son chien d'enfance. Peu importe que ce soit vrai. Mon père, ancien sergent, refuse l'aide humaine, mais il accepte de se lever si on lui dit que Shadow veut sortir. Lauren, Jake et l'équipe savaient que quelque chose de plus grand avait commencé. Pas seulement un centre, pas seulement une initiative, mais une philosophie, un mouvement. On repensait la rééducation non plus comme une bataille contre un handicap, mais comme une danse à deux, où le chien, lui, n'impose jamais le rythme. Il le devine, il l'épouse et il l'honore. Mais plus les projecteurs s'allumaient, plus l'ombre de Keating réapparaissait. Des avocats, discrets mais présents, commencèrent à interroger la légalité de l'existence de Sentinel Haven. Ils prétendaient que le programme d'origine, aussi brutal ait-il été, restait protégé par des brevets, et que Shadow, le prototype vedette, ne pouvait pas appartenir à une fondation publique. Le spectre d'une saisie judiciaire revint. Cette fois, ce n'était plus Nathan qui devait se battre, c'était toute une communauté. La réponse ne tarda pas. Un groupe d'anciens militaires, d'anciens détenus réinsérés, de familles et d'enfants handicapés lança une campagne massive. Le slogan tenait en 3 mots « Let Shadow Stay ». Les vidéos affluaient, des témoignages, des lettres ouvertes, des campagnes de dons, même des personnalités du monde scientifique et médical commencèrent à s'impliquer. Un neurologue de renom déclara sur CNN « Si ce chien est un prototype, alors que tous les prototypes soient ainsi. Capable d'aimer, de guérir, de changer des vies. » Le procureur du comté fut contraint d'ouvrir un dossier de défense contre les attaques juridiques de Keating. Et c'est lors de cette procédure qu'émergea un document jusqu'alors inconnu. Le rapport d'évaluation finale du projet Sentinelle signé par un superviseur militaire interne. Une seule ligne était surlignée. Sujet 2714 présente des anomalies comportementales rendant son exploitation tactique impossible. Conclusion, chien inapte, trop sensible, trop empathique, trop humain. Ce fut ce rapport, plus que tous les témoignages, qui fit basculer l'opinion. Le gouvernement, dans un souci d'apaisement, retira toute revendication. Keating, définitivement discrédité, vit ses brevets annulés pour manquement éthique majeur. Shadow, officiellement, devenait un être libre. Mais dans la tête de Riley, dans les gestes de ceux qu'il guidait, dans le silence des nuits passées à veiller les âmes fatiguées, il l'avait toujours été. Avec la levée officielle des dernières restrictions juridiques, Sentinel Haven connut une expansion fulgurante. Des dons affluaient de tout le pays. Des fondations privées, des universités, même des centres hospitaliers psychiatriques prenaient contact, désireux de comprendre et surtout de reproduire ce modèle unique. Mais au centre de tout cela, dans le tumulte de cette reconnaissance nationale, Shadow restait inchangé. Il n'avait jamais couru après la lumière, et pourtant, partout où il passait, il l'attirait. Riley progressait à pas de géant. Grâce à l'aide de Shadow,
Ses crises de panique s'étaient espacées. Elle parvenait désormais à faire plusieurs pas avec une assistance minimale. Lors d'une visite de neurologue, elle réussit à marcher seule sur près de 6 mètres, Shadow à ses côtés, la guidant sans le moindre mot, juste par sa présence. Les médecins, bouleversés, déclarèrent « Ce que nous avons vu ici dépasse la neurologie. C'est de la connexion pure, une forme de langage invisible. » Et c'était exactement cela. Shadow ne répondait pas à des ordres, il répondait à des êtres. Il ne calculait pas, il ressentait. Il ne jugeait jamais. Et c'est cette absence totale de conditions, de jugement, de tension qui permettait à ceux qui l'accompagnaient de s'ouvrir, de se redresser et parfois même de se reconstruire. Jake Howard, désormais co-directeur du centre avec Lauren, lança une initiative audacieuse. Créer un réseau de sentinelles dans tout le pays. Des chiens comme Shadow, pas clonés, pas formatés, juste formés dans le respect absolu de leur individualité. Aucun n'était forcé de rester. Aucun ne devait passer par une batterie de tests standardisés. On les observe, expliquait-il, on les écoute, et c'est eux qui nous disent où ils veulent aller. Shadow, lui, était devenu un symbole vivant. Mais à mesure que le centre s'agrandissait, que les caméras revenaient, que les politiques cherchaient à s'associer au projet, Lauren comprit quelque chose. Ce chien, ce guide silencieux, avait donné tout ce qu'il pouvait ici. Il avait porté la douleur de Nathan, il avait transmis la force de Riley, il avait transformé la peur de Tango, et maintenant il semblait fatigué. Un matin, alors qu'ils ouvraient les portes du centre comme chaque jour, Shadow n'était pas là, ni dans sa chambre, ni dans le hall, ni près du fauteuil de Nathan. Ils le trouvèrent, finalement, à la lisière du domaine, couché sous un vieux chêne. Il respirait paisiblement, mais son regard était ailleurs, pas lointain, juste intérieur. Jake s'assit près de lui. « Tu veux partir ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Shadow ne bougea pas, mais ses yeux, eux, semblaient répondre. Oui, c'était le moment. Le conseil du centre se réunit. Après plusieurs heures, ils prirent une décision difficile mais juste. Shadow serait confié à une famille d'accueil, une dernière mission, une dernière transmission. Pas pour le faire travailler, pour lui offrir un foyer, un vrai, un endroit sans caméra, sans protocole, un endroit de silence et de lumière. Et c'est ainsi qu'un matin de printemps, alors que les arbres fleurissaient timidement autour de Sentinel Haven, Shadow partit, dans une voiture banale, sans escorte, juste accompagné d'une femme nommée Lydia, infirmière à la retraite, ancienne bénévole au centre, qui vivait dans une maison entourée de collines et de sentiers. Il aura une grande terrasse, dit-elle, et un fauteuil à lui. Riley pleura longtemps ce jour-là. Pas de douleur, de reconnaissance. Elle comprenait. Shadow avait fait ce qu'il devait faire. Il ne partait pas pour fuir. Il laissait la place pour d'autres, pour ceux qui viendraient. Et à sa manière, il laissait un peu de lui dans chaque pièce, chaque recoin du centre. Une stèle fut posée à l'entrée du parc du centre, sobre, en pierre blanche, avec ces mots gravés en lettres discrètes. Ici repose la trace de celui qui n'a jamais quitté. Shadow, compagnon, veilleur, guide. Il n'était pas mort. Pas du tout. Mais il était ailleurs. Il était dans la marche hésitante d'un ancien militaire qui osait poser un pied devant l'autre sans craindre l'effondrement. Dans le rire d'un enfant autiste qui, pour la première fois, acceptait d'être touché. Dans les nuits sans terreur d'une jeune femme qui avait longtemps cru que personne ne pouvait la comprendre. Et surtout, il était dans les silences. Ces silences qui guérissent. Ces silences qui disent « Tu n'es pas seul ». Lydia habitait à Millridge Hollow, un hameau à flanc de colline, oublié des cartes et des réseaux téléphoniques. Une de ces enclaves rurales où les couchers de soleil peignent les champs en or et où les nuits sont si silencieuses qu'on entend le vent changer de direction. C'est là que Shadow passa ses jours de retraite. Pas dans l'inaction, non, dans une autre forme de présence, plus tranquille, moins tournée vers le devoir, davantage vers l'instant. La maison était modeste, en bois clair, avec un porche aux balustrades usées et un vieux rocking chair grinçant. Lydia, veuve depuis 15 ans, avait toujours aimé le silence. Mais depuis l'arrivée de Shadow, ce silence avait changé de nature. Il n'était plus vide, il était plein de ce que les mots ne disent pas. Shadow passait ses journées à se promener dans le jardin, à observer les oiseaux, à suivre Lydia dans ses routines. Arroser les plantes, trier des livres, écrire des lettres à ses petits-enfants. Et parfois, il s'asseyait juste là, au bord de la terrasse, face aux collines, immobile, serein, comme s'il veillait sur un monde qui n'avait plus besoin d'être sauvé. Chaque semaine, Lydia envoyait une carte postale à Sentinel Haven, toujours sobre, toujours manuscrite.
Shadow mange bien, il aime les poires, il dort sur mon vieux plaid, il ronfle. C'est adorable. Elle n'écrivait jamais que ça. Mais entre les lignes, on comprenait, il était heureux. Au centre, la vie continuait. Riley, désormais âgée de 17 ans, était devenue l'une des ambassadrices du programme. Elle marchait seule sur de courtes distances, souriait plus souvent, et parlait en public avec une aisance que personne n'aurait pu imaginer. Lors d'une conférence à Chicago devant des centaines de chercheurs, elle déclara d'une voix calme et posée « Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me comprenne entièrement, juste que quelqu'un soit là. » Shadow était là. Jake et Lauren avaient multiplié les antennes régionales, à Denver, à Spokane, à Charlotte. Partout, des versions miniatures de Sentinel-Haven voyaient le jour. Les premiers chiens issus du programme se distinguaient par leur approche unique. Ce n'étaient pas des chiens dressés, c'étaient des chiens écoutés, qui apprenaient à écouter en retour. Des binômes se formaient, souvent improbables, mais puissants. Une femme ayant perdu la parole après un AVC retrouva la confiance en interagissant avec un petit berger australien du nom de Flynn. Un ado anciennement violent, placé sous surveillance judiciaire, réapprit la douceur en s'occupant de Brisket, un vieux labrador à la démarche boiteuse, et à chaque fois, l'histoire de Shadow était racontée. Le nom Shadow était devenu un verbe dans certains cercles. To shadow someone, ça voulait dire être là, vraiment. Pas pour guider, pas pour protéger, mais pour accompagner, pour marcher au rythme de l'autre, même si c'est lent, même si c'est difficile, même si c'est silencieux. Un jour d'été, une lettre spéciale arriva au centre, manuscrite, sur un papier jauni, tremblante. C'était de Lydia. Il dort de plus en plus. Parfois, je crois qu'il rêve de vous. Il se tourne dans son sommeil et gémit doucement, comme s'il vous appelait. Je le caresse et il se rendort. Il n'a pas mal, je le sais. Il est juste fatigué, il est prêt. Jake prit la lettre, la lut à voix haute, et le centre, ce jour-là, s'arrêta. Pas par tristesse, par respect. Il savait. Shadow avait entamé son dernier voyage. Quelques jours plus tard, dans une matinée claire, bercée par les chants d'hirondelles, Shadow s'éteignit doucement, dans son sommeil, sur le vieux plaid de Lydia, entouré d'une odeur de pain grillé et de lumière tiède. Pas de drame, pas de peur, seulement la fin naturelle d'un cercle parfaitement accompli. Lydia enterra Shadow au pied du grand orme derrière la maison, sous une pierre qu'elle grava elle-même à la main avec ces mots « Ici repose celui qui n'a jamais fui la douleur des autres ». Le monde ne s'arrêta pas. Il continua. Mais ceux qui avaient connu Shadow, de près ou de loin, ressentirent une secousse discrète. Comme si une lumière venait de s'éteindre, mais que son éclat restait suspendu dans l'air, diffus, éternel, et dans chaque centre Sentinel-Haven, un petit encart fut ajouté dans les halls d'accueil, une photo, un texte, rien d'imposant, juste ces phrases. Il n'était pas là pour sauver, il était là pour être là. Et parfois, c'est ce qu'on attendait depuis toujours. Les années passèrent. Les plaques commémoratives se multipliaient dans les couloirs de Sentinel-Haven, chacune racontant une histoire. Un vétéran revenu du bord du gouffre, une fillette qui avait retrouvé la parole, un chien brisé devenu guide. Et toujours, dans un coin, près d'une verrière où le soleil inondait chaque matin la pièce, le portrait de Shadow restait suspendu, pas encadré dans le faste. Juste une image simple capturée un jour d'hiver où il observait l'horizon, le regard calme, résigné, mais jamais abattu. À mesure que le centre grandissait, de nouvelles générations de chiens arrivaient. Les anciens leur racontaient, à leur façon, l'histoire de Shadow. Une histoire que les humains continuaient de transmettre, non pas pour créer une légende, mais pour rappeler une vérité fondamentale. Parfois, ce sont les plus silencieux qui marquent le plus profondément. Riley devint éducatrice spécialisée. Elle revint travailler à Sentinel-Haven, cette fois comme formatrice. Elle avait gardé le foulard que Shadow lui avait chippé un jour en jouant. Elle le portait noué autour du poignet comme un rappel intime de cette époque fondatrice. Lors de la cérémonie d'ouverture d'un nouveau centre à Tacoma, elle s'avança sur scène et face à un amphithéâtre plein à craquer déclara « Ce que j'ai appris de lui, c'est que la loyauté n'est pas une chaîne, c'est un choix. Et il a choisi chaque jour de rester, même quand il aurait pu fuir. » Un jour, une journaliste demanda à Jake s'il regrettait de ne pas avoir breveté la méthode Shadow. Il rit doucement. Ce n'était pas une méthode, c'était une posture. C'était lui. On ne peut pas breveter la bonté. Lydia, elle, vécut encore plusieurs années après la disparition de Shadow. Elle accueillit un autre chien, un vieux retriever sauvé d'un élevage clandestin. Elle l'appela Whisper, pas en mémoire de Shadow, mais comme pour continuer ce qu'il avait commencé.
parler sans bruit, accompagner sans imposer. Un jour, elle confia dans une interview « Je ne parle pas de Shadow au passé, il est là, il est dans ma façon de marcher lentement, dans la manière dont je tends la main sans forcer, dans ce silence qui soigne. » Et ce silence, il résonna loin. À travers les centres, les témoignages, les livres, les études scientifiques, Shadow, sans jamais prononcer un mot, était devenu une langue universelle, celle du lien, celle de la présence authentique, celle qu'aucune technologie, aucun traitement, aucune institution n'avait encore su répliquer. Dans une école vétérinaire du Vermont, un professeur terminait son cours sur l'éthique animale par cette phrase « Il fut un temps où on dressait les chiens. Aujourd'hui, on les écoute. Et ça, on le doit à un chien qu'ils avaient jugé inapte, trop émotif, trop instable, trop humain. » Et quelque part, dans une vallée tranquille, sous un arbre vaste et paisible, reposait ce chien. Pas comme un héros, pas comme un saint, juste comme ce qu'il avait toujours été. Un compagnon, un survivant, une sentinelle, le vent passait entre les feuilles, les faisant frémir comme des murmures. Et si l'on tendait bien l'oreille, il semblait encore là,